Bonjour à tous, le moment est enfin arrivé. Le temps est venu de vous présenter le test du Galaxy S20 Ultra 5G. Alors, histoire de replacer un petit peu les choses dans leur contexte, il faut rappeler que le Galaxy S20 Ultra 5G a été présenté en février, aux côtés des Galaxy S20 et Galaxy S20 Plus. Cette année, Samsung a effectivement choisi de changer de stratégie et de ne pas lancer de successeur au Galaxy S10e. En lieu et place, on a donc deux appareils haut de gamme et un appareil très haut de gamme. Comme à l'accoutumée, ce test va se dérouler en plusieurs étapes différentes. On va commencer par revenir sur le design et l'ergonomie de l'appareil, et puis après on enchaînera avec toute la partie un peu plus technique. On parlera de son écran, de son processeur, de son autonomie. On rebondira ensuite sur tout ce qui a trait à la photo, la vidéo et au son, et on finira tranquillement avec quelques éléments liés à sa plateforme et aux fonctions qu'elle propose. Et autant vous prévenir de suite, le test risque d'être assez long. J'essaierai de faire en sorte d'aller droit à l'essentiel, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire au sujet du Galaxy S20 Ultra. Après s'être longtemps cherché, Samsung a fini par trouver son propre style avec le Galaxy S6. Et depuis, le géant coréen n'a eu de cesse que de parfaire sa recette en nous proposant des téléphones de plus en plus fins, de plus en plus borderless. Et le Galaxy S20 Ultra, bien sûr, ne vient pas déroger à la règle, bien au contraire. Alors j'en avais un petit peu parlé lors de ma prise en main, mais lorsqu'on se retrouve face au Galaxy S20 Ultra pour la toute première fois, on a un peu l'impression de retrouver un vieux copain. Samsung n'a pas vraiment changé de recette. L'appareil est donc proche de ses prédécesseurs, mais aussi des Galaxy Note 10. Comme eux, il hérite donc d'un boîtier en verre, un boîtier qui est renforcé par une armature métallique. L'ensemble est très bien construit et on sent immédiatement la patte du coréen. Ensuite, il y a la taille. Le Galaxy S20 Ultra est très imposant et il est ainsi le plus grand des trois modèles présentés par Samsung en février, avec, attention, un écran qui atteint les 6,9 pouces de diagonale, soit un format qui est assez proche de celui des tablettes nomades. Alors du moins sur le papier, car dans la vie de tous les jours, le Galaxy S20 Ultra 5G n'est pas forcément aussi imposant qu'on pourrait le penser, et en réalité il est juste un petit peu plus long que l'iPhone 11 Pro Max. Samsung a en effet tout mis en œuvre pour réduire l'encombrement de son téléphone, ce qui passe notamment par le choix d'un écran au format 29e. Le Galaxy S20 Ultra est donc à la fois long et étroit pour une prise en main assurée et confortable. Toujours au niveau de la dalle, le constructeur a également fait en sorte de réduire autant que possible les bordures entourant l'écran. La bordure la plus épaisse ne dépasse pas les 2 mm et cela contribue bien entendu à réduire l'encombrement général du téléphone. En conséquence, une fois le Galaxy S20 Ultra en main, on finit très vite par oublier son châssis. Fait amusant en revanche, la courbure de la dalle est beaucoup moins marquée par rapport au Galaxy S10 et la façade est du coup moins incurvée. Tout comme avec les Note 10, Samsung a fait le choix d'intégrer la caméra frontale directement dans la dalle au travers d'un poinçon qui est bien centré. Et en toute franchise, ce poinçon ne m'a pas gêné une seule fois durant la semaine passée en compagnie du terminal. Alors si vous avez déjà eu un appareil de la marque entre les mains, clairement vous allez vous sentir comme chez vous. L'ergonomie ne change pas vraiment. Les boutons physiques sont toujours ramassés sur la tranche droite, placés les uns sous les autres. Cette année, Samsung a décidé de s'affranchir du bouton consacré à Bixby. Mais attention, car l'assistant ne disparaît pas complètement du Galaxy S20 Ultra, et en réalité, il suffira d'effectuer un appui prolongé sur le bouton de mise sous tension pour l'activer. Sans surprise, le connecteur se trouve sur la tranche inférieure, il est proposé au format USB type C, et il est ancré entre la grille du microphone principal et celle du haut-parleur. Et puis il y a le module photo. Il est clairement impossible à louper. Il est placé dans le coin supérieur gauche de la plaque arrière, et il est clairement immense,
d'autant qu'il ressort en plus de quelques millimètres du boîtier, ce qui a d'ailleurs valu moult critiques aux constructeurs. Alors là, je risque de me répéter un peu par rapport à ce que j'avais dit lors de ma prise en main, mais il faut rappeler que ce module photo arrière va très loin. On a quand même 3 capteurs différents avec 3 plages focales, on a un ultra grand angle, un téléobjectif. Là-dessus, on a en plus un zoom hybride en 100 fois, donc c'est un niveau de grossissement qui n'a jamais été atteint. On verra un peu loin qu'il est assez perfectible, mais voilà, avec toutes ces pièces, avec tous ces composants, Samsung n'a pas vraiment eu le choix, d'autant que le Galaxy S20 Ultra embarque également une batterie de 5000 mAh. Il a fallu faire des choix, c'est une évidence, et Samsung a préféré opter pour un module photo assez imposant qui ressort de la coque, plutôt que pour une batterie par exemple à la capacité limitée. Et finalement, c'est un choix qui repose sur un équilibre assez fragile, mais on comprend ce qui a poussé Samsung à le faire, puisqu'il faut rappeler que le Galaxy S20 Ultra est un téléphone compatible 5G. Et la 5G, on le sait, n'est pas la meilleure amie de l'autonomie. Maintenant, en toute franchise, dans la vie de tous les jours, ce capteur n'est pas vraiment handicapant, et le seul moment où il se rappellera à votre bon souvenir, ce sera lorsque vous poserez le téléphone sur votre bureau. L'appareil ne sera pas complètement stable. Au final, le point qui m'a le plus dérangé, c'est l'aspect brillant du verre. Le modèle noir est en effet très salissant et il suffit de manipuler le téléphone pendant quelques minutes pour se retrouver avec une constellation de traces de doigts. Du coup, si vous êtes un petit peu tatillon, il sera impératif d'investir dans une coque de protection. Alors le Galaxy S20 Ultra n'est pas uniquement le plus grand des 3 modèles présentés par Samsung en février, c'est aussi le plus cher. La version 128 Go est donc la première variante est proposée à 1359 € contre 1559 € pour le modèle proposant 72 Go de mémoire interne. Et forcément, pour ce prix-là, on est en droit d'attendre le meilleur et le moment est justement venu de nous pencher sur la partie technique. Et on ouvre bien entendu le bal avec l'écran. Alors Samsung, vous le savez, a développé un véritable savoir-faire en matière de dalle et le géant coréen obtient généralement les meilleures notes chez DisplayMate. Le Galaxy S20 Ultra ne vient pas déroger à la règle et son écran AMOLED est un véritable régal pour les yeux, tant au niveau du contraste que de la luminosité et de la colorimétrie. Samsung a donc fait très fort une fois de plus, d'autant que cette fameuse dalle sera en mesure de monter jusqu'à une définition de type QHD+, pour une résolution en 3200 par 1400. La dalle est donc très capable et elle ne manquera bien évidemment pas de contenter les mordus de vidéos, de séries et de films. Ceci étant, elle a aussi un autre atout dans sa manche, son taux de rafraîchissement qui atteint les 120 Hz. Alors je ne vais pas me lancer dans un cours théorique, sachez simplement que le taux de rafraîchissement d'un écran correspond au nombre de fois que ce dernier est capable de changer d'image à chaque seconde. En temps normal, les écrans de smartphone se situent plutôt autour des 50 ou 60 Hz, mais de plus en plus de constructeurs cherchent à aller au-delà de cette limite, et c'est désormais le cas de Samsung, qui a carrément doublé la mise. Concrètement, cela veut dire que lorsque l'écran du Galaxy S20 Ultra sera configuré en 120 Hz, alors toutes les animations jouées seront plus fluides. Et bien sûr, ce seront surtout les jeux qui tireront parti de ce taux élevé, les jeux d'action notamment. Samsung a d'ailleurs bien fait les choses. Tout comme pour la définition, il sera possible de changer le taux de rafraîchissement à la volée et d'opter pour du 60 ou 120 Hz en fonction de nos besoins. Et ça, c'est une très bonne chose, car un taux de rafraîchissement élevé a fatalement un impact sur l'autonomie d'un smartphone. Pour animer le Galaxy S20 Ultra, Samsung s'est tourné vers l'Exynos 990 sur les modèles européens, soit sur une puce qui se compose de 8 cœurs cadencés à un maximum de 2,73 GHz. Le stock est épaulé par 12 Go de mémoire vive, ce qui est quand même pas mal, et par 128 ou 512 Go de stockage. Il faut d'ailleurs noter que la mémoire interne peut être étendue par le biais d'une carte microSD. Alors c'est vrai, les Exynos ont toujours été un peu en dessous des Snapdragon, que ce soit en termes de puissance ou de chauffe. Mais sincèrement, l'Exynos 990 fonctionne très bien et je n'ai pas noté la moindre latence durant cette grosse semaine de test. Que ce soit pour le multimédia ou le jeu, le Galaxy S20 Ultra n'a donc pas montré le moindre signe de faiblesse, y compris avec l'écran configuré en 120 Hz. Pas de souci non plus au niveau de la chauffe, elle reste maîtrisée, y compris sur de longues sessions de jeu.
Et ça tombe vraiment très bien, hein, car le terminal est précisément taillé pour le jeu sous toutes ses formes. Et le moment est donc venu d'aborder un point crucial, à savoir l'autonomie du smartphone. Alors clairement, de ce côté-là, et sur le papier, on peut dire que le Galaxy S20 Ultra est plutôt bien loti. On a une batterie de 5000 mAh, ce qui est quand même bien au-dessus de la moyenne générale. Maintenant, il ne faut pas oublier deux choses. La première, c'est qu'un taux de rafraîchissement élevé, comme je le disais tout à l'heure, entraîne fatalement une augmentation de la consommation électrique. Et puis derrière, on a aussi la 5G. Et la 5G consomme beaucoup d'énergie. De ce fait, on peut se demander si cette batterie de 5000 mAh peut assurer ou non une bonne autonomie à l'appareil. Et là, pour vous répondre, j'ai tout simplement choisi de m'appuyer sur un benchmark que certains d'entre vous connaissent sans doute, puisqu'il s'agit de PCMark. Alors, histoire d'être le plus représentatif possible, j'ai lancé plusieurs fois le test avec différentes configurations. Et déjà, premier point très important, j'ai noté une nette amélioration des performances du Galaxy S20 Ultra entre l'ancien et le nouveau firmware. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Samsung nous a prêté, à moi, à la presse, aux youtubeurs, une version en développement du Galaxy S20 Ultra, ou du moins une version avec un firmware en cours de développement. Et lorsque j'avais lancé justement PCMark dessus, en laissant l'écran en Full HD et en 120 Hz, l'appareil avait tenu seulement 9h29, ce qui n'est pas énorme. Maintenant, avec le nouveau firmware qui a été déployé par Samsung, je crois que c'était mardi, le téléphone a tenu exactement avec le même test 10h42. On a donc à peu près 1h15 de différence d'un firmware à l'autre. Et pour moi, c'est pas anodin et ça prouve surtout une chose, c'est qu'il ne faut pas toujours s'empresser de publier ou de mettre en ligne un test et que parfois ça peut être intéressant d'attendre au minimum le déploiement du firmware final. Voilà, là au moins on a des vrais chiffres qui collent avec ceux que les gens qui achèteront le téléphone auront également. Alors je ne me suis pas arrêté bien sûr à ce test, à ce comparatif, j'ai passé pas mal de nuits sur PCMark, ou plutôt le téléphone a passé pas mal de nuits sur PCMark. Donc je récapitule, en 120 Hz, en Full HD, on était à 10h42. Et j'ai bien évidemment fait le test en basculant la dalle en 60 Hz, et là le téléphone a tenu 14 heures, un peu plus de 14 heures. Donc on a à peu près 3h30 de différence entre le 60 et le 120 Hz. Et ça, c'est quand même assez intéressant, parce que ça veut dire aussi que si vous ne jouez pas beaucoup, vous pourrez désactiver le 120 Hz et récupérer comme ça pas mal d'autonomie au passage. Alors histoire de, je vais aussi lancer ce soir, cette nuit, un autre test, cette fois-ci en basculant la dalle en QHD et en laissant le taux de rafraîchissement en 60 Hz, histoire de voir si on a vraiment une grosse différence entre le Full HD et le QHD, et je mettrai les résultats bien sûr en surimpression de la vidéo. Côté charge, Samsung s'est montré une fois de plus très généreux. Le Galaxy S20 Ultra est bien évidemment compatible avec la charge sans fil. Il propose aussi la charge rapide et on a même la charge sans fil inversée. Il sera donc capable de recharger un autre téléphone ou même des écouteurs sans fil. Alors concernant la puissance de la charge, j'ai fait le test plusieurs fois et avec le chargeur fourni, le téléphone a eu besoin d'à peu près 55 minutes pour passer de 18% à 98% de capacité. Alors après, il y a un point important à souligner, la 5G n'est pas encore dispo en France, je n'ai donc pas pu tester le Galaxy S20 Ultra dans cette situation, et c'est évidemment dommage puisque la 5G a tendance à consommer beaucoup d'énergie. Il aurait donc été intéressant de voir comment se comporte le téléphone dans ce cadre d'usage. Mais là malheureusement, je ne peux rien faire, je ne vais quand même pas construire une antenne 5G dans mon jardin. Alors vous connaissez sans doute la chanson, on a parlé du design, on a parlé de la fiche technique, maintenant on va aborder la question de la photo, de la vidéo et du son, puisque Samsung a beaucoup communiqué sur cette dimension durant tout le lancement du téléphone. Ce n'est pas une révélation, mais Samsung a toujours accordé beaucoup d'importance à la photo. Et le Galaxy S20 Ultra ne fait pas exception à la règle, il suffit d'ailleurs de se pencher sur sa fiche technique pour s'en convaincre. La marque coréenne a poussé le concept très loin. Le capteur principal atteint ainsi les 108 millions de pixels et il est couronné d'une optique grand angle ouvrant à 1.8. Ensuite, on a un capteur de 12 millions de pixels avec un ultra grand angle qui ouvre à 2.2 et un capteur de 48 millions de pixels accompagné d'un téléobjectif. Sur son site, Samsung promet un zoom sans perte offrant un grossissement de 10 fois et un zoom maximal pouvant atteindre les 100 fois.
Attention cependant car le niveau du zoom optique atteint en réalité les 4 fois. Au-delà, le terminal combine donc zoom optique et zoom numérique. Pour accompagner ces 3 capteurs, on trouve aussi un 4e capteur TOF consacré au calcul de la profondeur de champ. Alors je l'avais dit dans ma prise en main, mais le maître mot du Galaxy S20 Ultra 5G, c'est la flexibilité. Et ça, on se rend compte directement en lançant l'application photo, puisqu'on a pas moins de 6 ou 7 plages focales différentes. Concrètement, je l'ai noté ici, avec le S20 Ultra, on va pouvoir shooter en 0,5 fois, donc l'ultra grand angle, en 1 fois, le grand angle, en 3 fois, en 5 fois, en 10 fois, en 30 fois et en 100 fois. Et bien sûr, à chaque fois, on garde la main sur le niveau de zoom et on pourra très bien se diriger vers le 4 fois ou le 6 fois si on en ressent le besoin. Sur le papier, c'est super, mais le Galaxy S20 Ultra respecte-t-il bien toutes ses promesses ? La réponse maintenant. En pleine journée, le Galaxy S20 Ultra est capable de faire des miracles. Le piqué est au rendez-vous, de même pour la dynamique. Ici, on peut même dire que l'appareil est surprenant, et que ce soit au niveau des ombres ou des hautes lumières. Aucun détail ne lui échappe. La colorimétrie pour sa part tombe assez juste, pour peu que l'on désactive les fonctions liées à l'IA. Cette dernière a en effet parfois la main un peu lourde au niveau de la saturation. Rien à dire au niveau de la mise au point, elle est rapide, elle est efficace et elle tape le plus souvent dans le mille. Enfin du moins sur le grand angle et l'ultra grand angle. En effet, j'ai remarqué que parfois l'autofocus avait tendance à patiner un peu sur le téléobjectif et notamment lorsqu'on va un peu trop loin au niveau du zoom. Alors forcément, en intérieur ou à la nuit tombée, le Galaxy S20 Ultra perd un peu en piqué et en dynamique, mais il sera toujours capable de produire des clichés de bonne qualité, notamment grâce à une très bonne gestion de la balance des blancs. Les couleurs ne tirent pas trop sur le brun et l'appareil parvient à limiter l'apparition d'artefacts. Du moins tant qu'une source lumineuse subsiste. Dans le noir complet, il ne sera pas toujours très à l'aise, ce qu'on peut difficilement lui reprocher d'ailleurs puisque tous les smartphones souffrent dans cet exercice. Comme je le disais un peu avant, le Galaxy S20 Ultra propose 3 plages focales différentes. On a un grand angle, on a un ultra grand angle et on a un téléobjectif. Mais d'ailleurs, on a aussi différents niveaux de zoom. On a du 0,5 fois, du 1 fois, du 2 fois, du 4 fois, du 10 fois, du 30 fois ou du 100 fois. Alors bien sûr, c'est impressionnant, mais comme je le disais aussi, le zoom optique se limite aux 4 fois. Ce qui veut dire que si vous dépassez ce seuil, alors vous basculerez automatiquement sur un zoom hybride, reposant à la fois sur un zoom optique et sur un zoom numérique. Concrètement, c'est donc le téléphone qui procédera à l'agrandissement de vos clichés. Alors maintenant, on pourra monter jusqu'à un grossissement en 10 fois sans trop de soucis, du moins lorsque les conditions lumineuses le permettent. Le 30 fois reste exploitable pour sa part, mais il n'en ira pas de même pour le 100 fois. En 100 fois, on perdra effectivement beaucoup en qualité. On aura des images un peu brouillonnes, pas très nettes, avec une dynamique poussive, une colorimétrie hasardeuse. Et en toute franchise, cela n'a rien d'étonnant. Pour atteindre ce niveau de grossissement, le téléphone, le S20 Ultra, va effectivement devoir étirer l'image de façon logicielle. Et donc, fatalement, ça va s'accompagner d'une perte de qualité. Il n'y a pas de miracle. Et ça, d'ailleurs, ça vaut absolument pour toutes les caméras. Si, par exemple, je shoote une photo avec mon Sony A7 III, qui est quand même fait pour ça, que je l'importe ensuite sur mon ordinateur et que j'augmente sa taille en la multipliant par 100, eh bien, j'aurai là encore une perte de qualité parce que l'agrandissement logiciel ne pourra pas compenser la perte de détail. Du moins, pas avec les outils actuels. Alors peut-être qu'à terme, avec l'IA, on aura la possibilité de générer des images plus nettes, des images collant mieux à la réalité, mais en l'état actuel des choses, un agrandissement logiciel entraîne toujours une perte de qualité, et plus l'agrandissement est important, et plus la perte de qualité est aussi importante. Maintenant, le zoom n'est pas non plus à jeter, et j'ai réussi à obtenir des clichés en 30 fois qui sont tout à fait exploitables, que l'on peut tout à fait publier sur les réseaux sociaux sans éprouver la moindre honte. Donc oui, peut-être que Samsung a eu un peu tort de placer le focus sur le 100 fois, mais très clairement, on a un niveau de grossissement qui est quand même de qualité, et on pourra atteindre les 20 fois, les 30 fois, sans perdre trop en qualité, ce qui est déjà clairement un bel exploit technique. Le Galaxy S20 Ultra a cependant une autre particularité très intéressante. Il embarque un capteur principal offrant une définition de 108 millions de pixels. Alors attention cependant, car par défaut, le téléphone ne va pas shooter en pleine définition, mais en 12 millions de pixels.
Il faudra donc activer le mode adéquat en passant par les options de l'application. Si les clichés shootés en 108 millions de pixels seront assez proches de ceux capturés en 12 millions de pixels, ce mode nous donnera cependant un peu plus de flexibilité et il nous permettra de recadrer nos photos à la volée sans trop perdre en qualité. Du coup, les photographes qui aiment bien recomposer leurs clichés après coup auront de quoi s'amuser. Alors, si Samsung s'est beaucoup focalisé sur la photo, le constructeur n'a pas non plus tourné le dos à la vidéo, et le Galaxy S20 Ultra est ainsi capable de filmer en 4K à 60 images par seconde, des deux côtés, ou bien en 8K. Alors j'avais un peu peur que la résolution se fasse au détriment de la qualité, mais ce n'est fort heureusement pas le cas. En 8K, on conserve une image très piquée, avec une belle dynamique et une colorimétrie plutôt juste. En revanche, la stabilisation est très perfectible, et si vous voulez pouvoir exploiter vos rushs, alors vous n'aurez d'autre choix que d'investir dans un stabilisateur ou activer la fonction permettant de limiter les tremblements. Une fonction qui est active pour deux plages focales différentes seulement, le 0,5 fois, et donc l'ultra grand angle, et le 1 fois, et donc le grand angle. Alors clairement, cette fonction m'a beaucoup surpris, et dans le bon sens du terme. Une fois activée, elle permet effectivement de réaliser des plans fluides et stables à main levée. Alors bien sûr, après, il y a une question qu'on peut se poser. A-t-on besoin de la 8K sur un smartphone? Alors clairement, chacun se fera son propre avis sur la question, mais je crois qu'il faut rappeler que l'avantage de la 8K ne se limite pas au fait de pouvoir filmer en 8K. Car en effet, l'intérêt aussi d'une très haute définition, c'est derrière d'avoir un peu plus de souplesse en matière de recadrage. Rien ne vous empêche, par exemple, de filmer une séquence en 8K avec le Galaxy S20 Ultra, et d'ailleurs de l'importer dans un projet en 1080p ou même en 4K. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant filmé en 8K, vous pourrez recadrer l'image sur une portion précise, sur un sujet, sur un détail quelconque, sans pour autant perdre en qualité puisqu'on reste sur un gros format derrière. Mais l'intérêt du Galaxy S20 Ultra 5G ne se trouve pas uniquement au niveau de son module arrière. Alors, vous le savez, mais en temps normal, je parle pas trop de caméra frontale. C'est pas mon délire, je suis pas du genre à prendre des selfies ou à faire des vlogs avec mon téléphone. C'est pas mon délire. Moi, quand je filme, je préfère utiliser une caméra, une action cam. Bref, un appareil qui est fait pour ça. Maintenant, il faut quand même noter que sur le Galaxy S20 Ultra 5G, oui, le nom est assez long, on peut, avec la caméra frontale, capturer des vidéos en 4K à 60 images par seconde, ce qui est quand même très impressionnant. Derrière, il faut une grosse puce pour pouvoir gérer une telle définition, une telle cadence d'image. Et ça, on le trouve avec le Galaxy S20 Ultra. Donc je trouve que c'est plutôt sympathique d'avoir pensé finalement à tous les vlogueurs, toutes les personnes qui utilisent leur smartphone pour se filmer, pour diffuser de la vidéo, et qui du coup n'auront pas besoin d'investir dans un appareil photo, dans une action cam. Donc c'est assez chouette de le proposer. Surtout que derrière, en plus, on a quand même une captation sonore qui n'est pas mauvaise. Alors, on est d'accord, c'est pas digne d'un vrai microphone, mais voilà, on peut quand même enregistrer sa voix dans un environnement calme, sans pour autant que ça parte trop dans les aigus. On a un son qui est plutôt bien équilibré, et comme vous pouvez le voir, en fin de compte, ça fonctionne plutôt bien. Alors s'il y a une dimension que les tests ont souvent tendance à sous-estimer, c'est bien la question du son. Et c'est évidemment dommage, puisque le rendu sonore d'un smartphone contribue aussi à l'immersion de l'utilisateur dans ses vidéos, dans ses films ou même dans ses jeux. Sans grande surprise, le Galaxy S20 Ultra est dénué de prise casque. Et il mise donc tout sur le sans fil, ce qui est évidemment dommage pour celles et ceux qui n'ont pas encore franchi le pas ou qui ont investi des fortunes dans des casques filaires premium. Maintenant, en dépit de cet oubli, le rendu sonore reste très correct pour peu que l'on branche un casque ou des écouteurs de qualité. Et le constat est évidemment le même pour les haut-parleurs, des haut-parleurs qui sont au nombre de 2 et qui seront en mesure de nous offrir un rendu sonore spatialisé. En revanche, petit bémol, si le premier haut-parleur est situé en façade, le second est intégré à la tranche inférieure et nous aurons du coup tendance à l'étouffer du creux de notre main. Alors oui, c'est dommage, mais dans un sens, c'est aussi très logique, puisque Samsung a fait en sorte de réduire au maximum les bordures entourant l'écran de son smartphone. Il a donc, une fois de plus, fallu faire un choix. Que ce soit au niveau de son design ou de sa fiche technique, il est très difficile de trouver des défauts au Galaxy S20 Ultra. Maintenant, il nous reste tout de même un point à aborder, et ce point, c'est la surcouche et ses fonctions.
Le Galaxy S20 Ultra est livré sans surprise avec Android 10 et One UI 2.1. Il bénéficie donc de toutes les dernières nouveautés de la plateforme et cela vaut aussi bien pour la navigation par geste que pour le mode nuit, si pratique. L'interface est très agréable avec des visuels clairs et des animations d'une fluidité à toute épreuve, un sentiment qui est bien entendu renforcé par le taux de rafraîchissement en 120 Hz. Mais ce qui frappe le plus finalement, c'est l'homogénéisation de l'interface. Samsung a beaucoup progressé de ce côté durant ces 5 dernières années et One UI est sans doute une des surcouches les plus agréables à utiliser à l'heure actuelle. D'autant que les fonctions ne sont pas en reste. Alors je ne vais pas toutes les citer, on en aurait pour des heures, mais je pense notamment à la barre latérale qui apparaît d'un simple balayage et qui permet de retrouver ses raccourcis préférés en quelques instants. Mieux encore, cette fameuse barre ne se contentera pas d'afficher des raccourcis, il sera aussi possible de définir des duos d'applications. Dans ce cas, les outils définis viendront s'afficher côte à côte à l'ouverture en mode multitâche, ce qui est plutôt futé. Au-delà de ces raccourcis, la barre latérale nous donnera aussi accès aux fonctions de sélection intelligente et à des outils comme la règle, la lampe torche. Toujours au rayon des bonnes idées, on peut également citer l'outil de maintenance de l'appareil qui nous permettra de voir en un clin d'œil comment se porte notre téléphone, que ce soit au niveau de la batterie, du stockage ou même de la mémoire et de la sécurité. Le multitâche ne se limite pas au fractionnement d'écran. Il est aussi possible de demander à One UI d'afficher une application dans une fenêtre volante. Et autant le dire, la diagonale du Galaxy S20 Ultra se prête extrêmement bien à ce type d'usage. Alors c'est vrai, ces fonctions ne sont pas nouvelles, on les retrouvait déjà sur le Galaxy Note 10, mais voilà, elles contribuent à la plus-value apportée par le téléphone. Elles contribuent aussi à différencier le Galaxy S20 Ultra 5G des autres appareils du marché, et il fallait donc placer le focus dessus. Sinon, de manière plus générale, je trouve que One UI fonctionne vraiment très bien, je n'ai pas noté de latence, de bugs, de freeze, même sur la version en développement qui tournait déjà aux petits oignons. Samsung a donc fait de gros efforts en termes d'optimisation, et c'est ce qui fait aussi de One UI une plateforme aussi agréable à utiliser. Le moment du verdict a sonné et sans surprise, le bilan est plutôt positif. Le design pour commencer est vraiment soigné dans l'air du temps. Alors c'est vrai, le Galaxy S20 Ultra 5G est assez grand, assez imposant en main, il est même plutôt lourd, mais finalement je peux pas vraiment dire que c'est un problème. Pourquoi? Parce que lorsqu'on choisit un téléphone doté d'un écran de 6,9 pouces, c'est parce qu'on cible certains usages. On veut une grande diagonale pour pouvoir jouer de façon confortable ou encore pour pouvoir regarder des vidéos sans se péter les yeux. Et en règle générale, lorsqu'on se tourne vers un appareil doté d'un écran de ce type, c'est aussi parce qu'on est prêt à faire des concessions sur l'encombrement, sur le poids. Le seul bémol finalement vient du manque de couleur, on est sur du noir ou du gris, il n'y a pas de couleur un peu chatoyante qui sort de l'ordinaire, et puis surtout on est sur une plaque brillante à l'arrière. Moi j'aurais vraiment préféré une plaque mate qui aurait été moins sujette à l'apparition des traces de doigts. Alors après, la fiche technique elle est difficilement critiquable, on a un écran qui est proprement magnifique, on a un Exynos 990 qui fait bien le job, l'autonomie est franchement correcte vu tout ce qu'on a derrière. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de défaut de ce côté-là. Alors le module photo, eh bien pour moi, vraiment, il est l'un des meilleurs du marché, ça ne fait aucun doute. On a une pièce qui est flexible, on peut changer de focale très rapidement, on a du coup un téléphone qui s'adapte un peu à toutes les conditions de prise de vue, et le seul défaut qu'on peut souligner finalement vient du zoom 100 fois qui est lui très loin de faire le job. Maintenant, j'ai envie de dire, il faut arrêter de croire au Père Noël. Quand on a un téléphone qui est équipé d'un zoom optique et qui propose un agrandissement en 100 fois, forcément on sait que cela va se faire au détriment de la qualité. On sait qu'on va se retrouver avec des clichés quasiment inexploitables. Alors oui, ce mode 100 fois fait un peu gadget, tout comme le gros niveau de zoom du P30 Pro pouvait être critiqué, mais cela n'enlève en rien aux qualités du module. Et ça, vraiment, j'ai envie d'insister là-dessus. Certes, peut-être que Samsung a fait une erreur de communication en plaçant le focus sur ce niveau de grossissement, mais ce n'est pas parce que le 100 fois est décevant que le module est à jeter. Bien au contraire, on a ici un module qui est extrêmement capable et un téléphone qui pourra parfaitement remplacer n'importe quel compact numérique du marché. Tout ça avec une énorme flexibilité en plus.
Alors maintenant, bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer la question du prix. Je le disais tout à l'heure, le Galaxy S20 Ultra est proposé dans sa version de base à 1359 €. Et pour la version Premium haut de gamme avec 512 Go de stockage, il faut débourser 1550 €. Alors déjà, on va peut-être commencer par enfoncer des portes ouvertes. Oui, c'est une somme importante. Et non, la plupart des gens ne pourront pas acheter le S20 Ultra. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Maintenant, je pense que ce n'est pas bien grave. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce ne sont pas les appareils premium, les appareils haut de gamme qui rapportent le plus d'argent aux constructeurs. En réalité, Samsung, le premier, tire la plupart de ses revenus des modèles d'entrée et de milieu de gamme. C'est ce qui rapporte le plus parce que c'est ce qui se vend le plus, notamment sur les marchés émergents comme la Chine ou encore l'Inde. Concrètement, donc, un flagship n'est pas là pour se vendre, il est là pour montrer ce dont est capable un constructeur. Il sert un peu de faire valoir. Et en ce sens, pour moi, le Galaxy S20 Ultra 5G répond parfaitement à cette problématique. Et au final, c'est un petit peu comme le marché de l'automobile propre. Si beaucoup de gens seraient prêts à vendre leurs 2 reins pour acheter une Tesla Model S Full Option, au final, eh bien, c'est la Zoé qui se vend le plus. Mais ce n'est pas pour cette raison que les gens s'en prennent à Elon Musk. Bien au contraire, ils acceptent le fait que les Tesla soient plus chers parce que derrière, il y a plus de techno embarqué, il y a plus d'autonomie, il y a plus de puissance et au final on a donc un prix qui est beaucoup plus élevé. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu malgré sa longueur et si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas à la liker et à la partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous voulez qu'on discute, eh bien les commentaires sont là pour ça. Quant à moi je vous dis à très vite pour d'autres tests. Ciao.